partent à la promenade sont prêts, sont prêts à partir. Surtout, ne retardons rien parce qu'après, il y a des trains à prendre. On va le faire finalement, je reviens à l'idée que ça ne peut pas être une balade comme ça. On va le faire avec un objectif, c'est d'aller voir 3 réalisations d'une époque donnée, mal aimée peut-être du grand public. Il s'agit de l'architecture des années 60-70, brutaliste en béton, et peut-être face à ces colosses de béton, faire résonner quelques fragments de vie autour du bouquin Gros œuvres de John. Voilà. Quand ? Le 22 mai. Oui, non, du 10 au 22 mai. Et je me suis particulièrement intéressée au béton. C'est que cet endroit me plaît. Et en particulier au béton de Niemeyer, l'architecte du siège du Parti communiste à Paris. Et je vais vous lire un extrait de cette nouvelle qui s'appelle « Du béton ». Je veux habiter dans la salle du comité central au siège du Parti communiste français. J'ai déposé un dossier. J'ai dit que c'était pour une expérience sur mon corps. J'ai joint lettre de motivation, certificat médical, extrait de casier judiciaire, photocopie de la carte d'électeur et un portrait photomaton noir et blanc sur lequel je m'efforce d'avoir une bonne tête, un air franc du collier. Le dossier a été accepté, passé de main en main, de service en service, visé, tamponné et bon pour accord. Je ne saurais pas dater exactement mon intérêt pour ce bâtiment, quand ça a commencé. Je crois très banalement la première fois que je suis passée devant, et plus encore la première fois que j'y suis entrée, rentrée même, puisqu'il s'agit d'un bunker enterré, d'une forteresse militante, d'un lieu dont on force l'entrée plutôt qu'on y est accueilli, pour des raisons à la fois politiques et architecturales. Est-ce qu'on a tous un bâtiment préféré? Pas une maison familiale, pas une habitation et son long et emprunté cortège de souvenirs plus ou moins mélancoliques. Pas des murs et un toit gardien d'une histoire intime, d'événements et de décisions prises. Non, pas ça. Pas de la nostalgie, mais un bâtiment. Mon ciment préféré, mes murs, mon toit, mon volume, ma hauteur et ma profondeur préférée. Si j'aime le siège du Parti communiste français, cela n'a rien à voir avec le Parti communiste français, mais plutôt avec mon amour du béton courbé. Béton gris, moulé, pauvre et sale. Je préfère le siège du Parti communiste français à la maison de mon enfance, joyeuse et insouciante. Je préfère le siège du Parti communiste français à toutes les plus somptueuses cathédrales gothiques, à tous les plus beaux paysages du bout du monde. Je ne l'échange contre rien. Au premier plan, ce que je vois et ce que je préfère, ce dôme de béton peint en blanc comme à la chaux. Calotte sphérique de béton armé, partiellement enterrée. Gros champignon immaculé, excroissance parfaitement lisse et proportionnée qui surgit de terre comme une forme organique sous l'effet de sa poussée. Sous la coupole, la salle du comité central. Là où je souhaite être enfermée seule une nuit entière. Ce n'est pas parce que la façade sinueuse de l'immeuble de verre est comme un drapeau déployé au vent de l'histoire. Ce n'est pas parce que le dôme est une forme architecturale lourde de mémoire ou qui figure l'arrondi du ventre maternel, promesse d'avenir, que j'aime ce lieu. Bien au contraire. J'aime le béton, c'est tout. Quand il est plastique, matière en fusion, molle et technique. La pauvreté des matériaux et l'audace des formes. J'aime que tranche le verre sur le béton sur le verre. Si c'est solide et utile, c'est beau. Pourquoi Le Corbusier a-t-il dit à Niemeyer « Oscar, tu as les montagnes de Rio dans tes yeux ». J'ai fait une recherche sur Google Images, tapé Rio plus montagne. J'ai trouvé des photos de pain de sucre, le nom qu'on donne aux 2 montagnes qui entourent Rio, effectivement arrondies à leur sommet. Là-bas, les montagnes ne sont pas pointues mais arrondies. Et si ce sont les paysages qui font les architectes, alors voilà. Niemeyer aime les courbes, non pas celles des femmes, bien qu'il en ait connu beaucoup, mais celles des plis de la calotte terrestre. Niemeyer avait déclaré le jour de l'inauguration, main levée à hauteur du visage, doigt pointé vers le ciel, priorité à la circulation, à la sobriété, à la solidité, à l'espace et à la discrétion, sans qu'on sache vraiment s'il parlait de politique ou d'architecture. Le béton pas cher produit de la beauté. Parce que pas cher, parce que l'architecte en est fier, fier de la pauvreté et de la matière, de ses capacités infinies.
C'est pourquoi le travailleur est beau lui aussi, l'extension de ses capacités, de sa puissance, ses mains essentiellement. Inusable, inaltérable béton, toujours debout, et chez Niemeyer en plus animé. Faire du souple avec du dur. Il est 21h. À ma demande, les portes pneumatiques s'ouvrent en émettant un léger sifflement. Un sifflement soufflé de locomotive qui débraye. Lourde et épaisse porte coulissante à double ventail, totalement hermétique et pleine, blanche, jointée d'un gros caoutchouc noir. Les portes d'un sas hautement sécurisé, hautement scientifique, un laboratoire atomique, une base militaire. Porte coupe-feu qui conserve résistance mécanique, isolation thermique et étanchéité à l'air pendant l'incendie. Elle se referme derrière moi. Je suis légèrement claustrophobe. J'espère que je ne vais pas le regretter. L'espace modifie immédiatement le rythme de mon pouls. Je le sens dans ma cage thoracique. Le bâtiment, la lumière, le vide et le plein, ça entre à l'intérieur d'un coup de siphon. Faire entrer un lieu à l'intérieur de soi plutôt que s'y tenir. Inverser le mouvement. Être habité plutôt qu'habité. Mais attention, pas habité mystique, extatique. Être concrètement habité. Avec du monde à l'intérieur. Il fait chaud, il fait froid, humide, ensoleillé. La maison rentrée de force à coups de boutoir par la gueule grande ouverte comme une noix qu'on gave. Du béton coulé dans l'œsophage. Sentir les angles du bâtiment irriter les poumons. La cheminée fumer. Inverser les espaces, les proportions, les contenants et les contenus. L'homme qui avait mangé sa maison. Avalé. Qu'est-ce que ça me fait d'être ici? Je veux manger la salle du comité central. J'ai apporté un sandwich, baguette saucisson beurre, une bière, 16,64 en canette de 50 centilitres. Il n'y a pas de toilette, je n'avais pas pensé à ça. Je m'assois à la tribune, place du milieu, j'ouvre la canette et je comprends l'autre vertu de l'auvent, vertu sonore, qui projette le son vers l'avant, l'empêche de monter et se perdre tout là-haut. L'acoustique parfaite de la salle répercute le bruit de la canette qu'on ouvre jusqu'au dernier rang, d'un bout à l'autre, en mouvement circulaire. Le léger craquement de la languette en aluminium doit passer dans l'anneau qui s'ouvre en se repliant à l'intérieur. Un craquement de bois sec, un tibia qui casse. Puis le pchit, soufflé de soulagement du gaz qui décompresse et s'échappe, et la mousse libérée qui affleure. Je m'entends déglutir, déchirer le sandwich au pain mou, mastiquer, je fais un vacarme d'enfer. Seul dans cet espace vide qui me renvoie l'écho de mon propre corps, mâchant et avalant un pain qui craque à peine, mastic qui colle au palais. Je fais le test de l'écho, je pousse mon cri qui résonne étouffé, résonne sourd et ouaté. Le moindre mouvement prend une ampleur sonore et spatiale disproportionnée. Cette pièce n'est pas à mes dimensions, mais à celle d'une réunion publique agitée. On a dit que cette salle figurait le ventre de la mer, que je me sentirais flottant dans un liquide amniotique. Je ne sais pas ce que ça fait de baigner dans un liquide clair et stérile à 37 degrés constant. Je ne sais pas, c'est peut-être doux et confortable, mais là je ne dirais pas ça. Non, c'est pas ce que je dirais. Bien que étanche, hypnotique, coupé du monde. Je dirais plutôt que le silence bourdonne. On m'a vidé de mon sang puis fourré de coton hydrophile. Je le dirais plutôt comme ça. Non pas que je flotte quelque part, mais que je suis flottée, à l'intérieur, par de la ouate aérée. Il pourrait y avoir au dehors une attaque nucléaire, je n'en saurais rien. Une sirène lointaine de pompiers ou de police ou de SAMU, comment faire la différence, me parvient. Seul bruit extérieur qui m'atteindra de toute la nuit, dont la stridence aura été désamorcée par l'épaisseur du béton. Je ne sais pas comment je me sens, entre deux. Je respire comme dans un igloo, la condensation en moins, j'ai les nerfs qui lâchent, une pression désagréable sur le plexus. Il n'est que 1h12. Pas du tout fatigué. Ça manque de bruit ici. J'irais bien pisser. De toute façon, il doit y avoir un gardien de nuit. Je n'ai pas demandé comment on ouvrait ces portes automatiques, mais pas de l'intérieur, de l'extérieur seulement, et sans poignée. Un bouton de déblocage doit se trouver à portée de main du gardien, sous le comptoir de l'accueil. Si je crie, on ne m'entendra pas. Le gardien de nuit, s'il existe, est salarié d'une société privée de surveillance. Je me suis allongée sur la moquette pour voir si je m'assoupis. Jusqu'aux années 90, c'étaient les militants qui assuraient à tour de rôle et en équipe la surveillance nocturne du bâtiment. Surtout les membres de la section Val-de-Marne qui se relayaient par groupe de 4 ou 5 pour garder les lieux. Jeux de cartes, chips, clopes et canettes de bière dans la salle du comité central, entre camarades. Un lieu comme ça, c'est un honneur d'en assurer la surveillance. Sortir au petit matin du bunker, rien à signaler, la nuit a été calme.
Bon, je m'arrête là parce qu'on a encore du chemin. C'est plutôt d'ouvrir les yeux et de regarder la ville, peut-être que vous connaissez la plupart très bien, et de regarder, de faire l'expérience de ça par les pieds, et puis voilà, et on discutera un petit peu de ce moment de l'architecture un peu singulier qui est les années 60-70 avec le brutalisme et le béton, matériau adoré, détesté des architectes et de tout un chacun. Il y a quelques années, moi j'ai d'abord rencontré un film de Tarkovsky qui s'appelle Stalker et qui fabrique une longue marche comme ça dans la zone et à partir de ça j'ai commencé à réfléchir un peu à comment on peut renouveler aujourd'hui les outils de l'architecte et de l'urbanisme et au-delà des méthodes et des choses comme ça, il y a tout un courant aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire, qui va plutôt emprunter du côté de la littérature, des arts, qui fait une place beaucoup plus importante à la question de l'expérience, du récit. On parle moi j'ai un exercice avec mes étudiants que j'appelle le récit fictionnel, qui va chercher du côté de l'écriture plutôt que du côté du plan. Et c'est un peu pour ça que je voulais qu'on fasse une sorte de marche que j'avais imaginée sur 4 heures, 5 heures, commentée, avec des échanges, des choses comme ça. Bon voilà, c'est une espèce de condensé. Malgré tout, moi je voulais vous mettre dans la situation un peu paradoxale de l'architecte, c'est-à-dire qu'à la fois une culture savante et ambivalente, par exemple la culture de la modernité chez l'architecte c'est quelque chose d'ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois c'est d'une très grande rigueur, d'une très grande radicalité, ça vient d'un certain nombre de choses, on pourra en discuter pendant des heures, et à la fois c'est une critique très forte dans l'opinion publique et chez les architectes. Et puis si vous avez fait un peu attention, je voulais qu'on soit à la fois face à des œuvres assez radicales et assez fortes, et en même temps qu'on traverse des tissus très hétérogènes, très contrastés. Et en fait, la réalité aujourd'hui de l'architecte, de l'urbanisme, c'est à la fois tout ce socle théorique, mais aussi de réalisation savante, et à la fois tout ce qui s'est fabriqué autour de la ville, qui est de l'ordre du spontané, qui est de l'ordre du non réglé, même si c'est très réglé. Enfin voilà, c'est cette espèce de contradiction et de paradoxe qui peut-être est ce qui définit le mieux aujourd'hui l'actualité, la contemporanéité, et que je voulais dont on pouvait faire l'expérience aujourd'hui. Alors c'est une sorte de pied de nez, j'aurais aimé vous amener plutôt en lisière de la ville, dans des territoires plutôt, on va dire, populaires. Il se trouve qu'on a fait l'inverse. Mais en même temps, toutes ces questions-là, elles sont présentes un peu là-dessus. Il y a énormément de maisons populaires. Alors, effectivement, quand je parle de paradoxe, par exemple, Chamalières, pour ceux qui ne sont pas de Clermont, qui est quand même la banlieue chic, en tout cas la proche banlieue chic de Clermont-Ferrand, il y a peu de logements sociaux. C'est un pied tel quel, néanmoins il y a du logement social de fait, c'est-à-dire que la pauvreté, l'insalubrité, elle existe aussi, on la voit pas, enfin bon voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut décrypter. Voilà. Donc je voulais vous mettre dans cette situation un peu de marche, d'observation, pour moi toutes ces choses-là sont à la fois des fantasmes et des objets de réflexion assez forts. Situer quand même ces deux architectes qui ont marqué, alors on le sait, enfin les Clermontois le savent peu, mais là on a focalisé sur le même cabinet, 3 réalisations, mais il y a eu dans les années 60-70, avec plusieurs types d'architectes, toute une série de réalisations très exigeantes et qui a un vrai patrimoine du XXe siècle à Clermont-Ferrand. Alors ça va des années 50, ce qu'on a fait au tout début de la balade, jusqu'aux années 70 qu'on voit aujourd'hui, avec des disciples d'Auguste Perret, avec plein d'influences. Là, il s'agit du cabinet Fay et Tournaire. Donc les 3 réalisations sont vraiment construites au même moment, sur un temps qui est très très court, hein, ça va de 69 à 71. Il faut savoir que ces 2 architectes sont des jeunes architectes, ils sortent juste de l'école des Beaux-Arts quand ils construisent ça. Ça laisse rêveur quand on connaît
comment ça se passe aujourd'hui. Et donc ils ont ces réalisations un peu d'exception. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on le resitue dans le cadre de la production architecturale à ce moment-là, c'est que dans les années 69-70, la critique de la modernité, elle est à un point très très fort, quoi. C'est-à-dire qu'on continue à construire encore des grands ensembles, mais il y a déjà un débat critique sur ce type de production. Ce qui me permet de dire juste qu'il faut faire aussi attention, parce que dans la critique de la modernité, on met tout un peu dans le même sac, c'est-à-dire que les grands ensembles un peu indigents dans leur écriture, dans leur manière d'être pensés, un peu au kilomètre comme ça, ça c'est une partie de la production de ces années-là. C'est-à-dire que on aime ou on n'aime pas, peu importe, moi, ça me fascine. Mais ça, c'est un travail très exigeant. Mais pas que pas que sur la façade, sur la volumétrie, l'aspect sculptural, l'utilisation de la matière ou tout ce qu'elle peut véhiculer, mais aussi exigeant sur la question de la qualité des logements, des choses comme ça. Et moi, je vous invite juste à être un peu curieux, mais je pense que c'est en train de petit à petit passer dans la mœurs. Mais dans cette période-là, mal aimée des Français, mal aimée de plein de gens, il y a une architecture très exigeante, il y a une architecture de grande qualité, et c'est un peu ce que je voulais vous faire toucher du doigt ce matin au travers de ces 3 réalisations. Juste dire que ce cabinet, donc dans ces années-là, a construit, alors ils sont 2, Faye et Tourner. Bernard Faye va beaucoup s'intéresser plutôt à la question du béton. Et il y a d'autres réalisations dans Clermont qui sont là-dessus, et la question du logement. Il est toujours vivant d'ailleurs, Faye. Et Tourner va plutôt s'intéresser, il y a toute une production dans la région de villages de vacances, d'équipements touristiques, une tour à Besse, la station de ski, enfin un certain nombre de choses. Et ils écrivent un ouvrage qui marquera quand même dans le paysage national, ils inventent une nouvelle science qui est la cytologie. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est quand même des colosses un peu radicaux qui s'implantent dans des tissus urbains un peu comme ça de nulle part. Mais ils écrivent quelque chose qui est de dire qu'est-ce que c'est l'intelligence située dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est que l'acceptation, c'est-à-dire que pendant longtemps les gens disent mais quand est-ce qu'on va enduire? Quand est-ce qu'on va peindre? Et en fait, notamment à la source, il y a une petite histoire qui dit que le message est passé auprès des habitants parce que c'est des copropriétés, parce que en fait, il y a eu un argument qui a été énoncé, c'est-à-dire que mais en béton brut, finalement, vous n'aurez jamais besoin de ravaler les façades. Ce qui n'est pas une vérité, hein, parce que au moment où les bétons éclatent, il faut les rénover, enfin bon, ça pose d'autres questions. Voilà, il y a des problèmes, voilà. Mais l'argument c'était celui-ci, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de rénover vos façades. On accompagne le bâtiment, vous voyez, les halls d'entrée, il y a tout un petit passage, on va chercher la rue. Il y a une composition par rapport au gabarit existant, on change de gabarit avec, et puis on va chercher ce qui se passe autour. Enfin, ça c'est plus difficile pour parler de celui-ci en cytologie là. Mais dans le précédent, par exemple, la question de la fragmentation, la forme, qui va rechercher un peu les choses. Voilà. Enfin, ouais, d'accord. Et monsieur, s'il vous plaît, vous classez cet immeuble dans quel courant architectural? Le brutalisme. Le brutalisme. Ouais. Du fait de l'utilisation de la matière, quoi. Tous les trois, ouais. Et la baleine, là, c'est le brutalisme aussi? Oui, alors après, brutalisme, c'est un peu rapide parce que je regarde la question de la matière avant de regarder la question de l'écriture. Ah oui, c'est le côté naturel. Après, ça, il y a des références, on trouve ça dans des références chez les métabolismes japonais, par exemple, avec des formes qui vont être un peu différentes. Après, il y a des références très explicites à Le Corbusier avec les pilotis en face. Oui, le toit. Mais le brutalisme, pour moi, je dis dans le brutalisme parce que ce qui vient en première, à l'idée première, c'est la question de la matière exprimée de manière brute. Les logements sont vraiment intéressants, hein, c'est-à-dire qu'il y a un rapport, toute la façade qui donne sur la ville, elle est ouverte. Gordon Matta-Clark, dit GMT, est né le 22 juin 1943, mort prématurément le 27 août 1978. Profession, découpeur de maisons, comme d'autres sont équarrisseurs. Massacreur sculpteur d'immeubles abandonnés. Militant de l'anarchitecture, interventionniste d'urgence sur chantier de démolition. GMT a passé sa vie à percer, creuser, trouer, traverser des bâtiments publics, des hangars et des pavillons de banlieue. Juste percer pour percer. Il n'y a rien à comprendre ni à élucider. Il y a juste à regarder un grand type perfectionniste acharné à traverser des murs comme d'autres défoncent des portes. GMT était beau, baraqué, américain, foutu comme un américain, élevé au grand air, les filles en étaient folles. Folles d'un type en salopette qui troue le béton, des trous pour voir à travers. À la fin de ses études d'architecture, GMT vient passer un an à Paris, à la Sorbonne en 68.
donc plutôt dans la rue, les cafés et les livres de Guy Debord. Je reviens à New York, fonde Food, un restaurant coopératif géré par des artistes dans le quartier de Soho, où il est cuistot, barman et tenancier. Et dans le même temps, il se met à défoncer des bâtiments, puis à exposer les traces de ses interventions. Films Super 8, dessins, photos de maisons fendues en deux, tranchées au fil à couper le beurre, partagées en leur milieu comme des gâteaux d'anniversaire moelleux, blocs de bâtiments sauvés de ses découpes et vendus comme des sculptures dans des galeries new-yorkaises confidentielles. En 1973, GMT découpe des carrés de sol et plafond dans un immeuble abandonné du Bronx. Millefeuilles de lino, plâtre, plancher et papier peint. Ablation de maisons exposées comme des morceaux de viande sortis de l'abattoir, tout juste crochetés dans la vitrine du boucher. Fragments de mur posés là, encore percés d'une fenêtre, et sur lequel on aperçoit la trace d'un début d'escalier désormais arraché. C'est comme ça qu'il a commencé. Il a montré ses morceaux de ville au public, et on l'a pris pour un dingue. GMT est un guérillero urbain qui se fait siffler par les filles quand il sort au coucher du soleil. Marchant au milieu de la chaussée, grosse masse au poing, casque de chantier et masque anti-poussière, errant dans la ville et ses banlieues industrielles, à la recherche de carcasses urbaines abandonnées, désertées, tombant bientôt en ruine, pour les éventrer, les trouer, les ouvrir, tailler dans le vide et faire entrer la lumière, pour dégager la vue et créer des courants d'air. D'abord repérer les lieux, puis forcer les chaînes à la tenaille et entrer illégalement sur le chantier. Une fois à l'intérieur, GMT se hisse à l'étage, découpe cercles, ellipses et arcs dans les murs, fracture l'espace et les fondations, fait apparaître la structure squelettique des sols et des plafonds, métannule les poutres métalliques qui soutiennent le béton, dévoile la carcasse, opère des coupes transversales, fissure l'ordonnance géométrique initiale, redessine les ouvertures des fenêtres pour les agrandir et les déformer, ouvre grand la façade à tous les vents, à tous les regards, et se tient sur l'arête, au bord du trou, prêt à tomber dans le vide, saluant les badauds. Dans son imposant sac de sport porté en bandoulière et siglé de l'équipe des New York Yankees, GMT transporte une grosse masse, une ponceuse, une tronçonneuse, une pioche et une barre à mine. À chaque intervention, il s'installe clandestinement dans les lieux quelques jours et quelques nuits, ne quittant le chantier que pour se ravitailler, pour prendre une douche au bain public, acheter des journaux, des cigarettes et des chewing-gums. La gomme mâchée absorbe la poussière des gravats inspirés par le nez qui vient se déposer au fond de la gorge, sur la langue et les muqueuses. GMT dort sur place dans un sac de couchage de l'armée. Sa petite radio à pile est branchée sur des stations de punk rock. Il a dans son sac quelques salopettes de rechange. Pas de femme, pas de visite, pour ne pas s'éterniser. De la rue, si on n'est pas prévenu, on se dit qu'il fait des travaux dans une maison, rien de plus banal. Ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes gestes. GMT est un ouvrier du bâtiment, c'est certain. Il n'y a qu'à voir ses mains, son bleu de travail, ses coups de burin. Quelle différence entre artiste et ouvrier. Même corps qui agissent de la même manière, qui interviennent sur la même matière. Même tâches rudes et pénibles, travaux de force, les mains calleuses blanchies par le plâtre, de la poussière grise plein les cheveux, même dos cassé, même casque de chantier, même fatigue à donner des coups, soulever des tonnes, même satisfaction du travail accompli, travail bien fait dont les preuves sont là éclatantes et incontestables. Tel mur effondré, telle fenêtre percée. Main frottée d'une fin de journée, paume essuyée lentement de haut en bas, de bas en haut sur les cuisses blanchies du pantalon de travail, sueur du front épongée du revers de l'avant-bras qui a coulé dans les yeux irrités. Ce sont les mêmes. C'est juste que l'un n'est pas embauché par de futurs occupants, qu'il a oublié l'utilité sociale de l'habitat. Mais c'est le même temps passé. En septembre 1975, GMT est invitée par la Biennale de Paris qui s'est raconté qu'elle avait affaire à un artiste, pas à un ouvrier. Invitée à venir tout casser, à investir le bâtiment de son choix, à rouler pied au plancher en pelleteuse dans la ville, marteau-piqueur au poing et semelle de pluie. En 1975, autour du quartier des Halles, Paris est en rénovation, chaussée retournée par le chantier du centre Pompidou. Au 27-29 rue Beaubourg, sur le flanc droit du musée déjà debout, deux vieux immeubles en pierre de taille attendent d'être détruits. C'est là que GMT va s'installer pendant 2 semaines, du 25 septembre au 8 octobre, pour réaliser intersection conique. Découper le volume d'un cône légèrement déformé vers le haut au travers des 2 immeubles, creusé comme une longue vue qui transpercerait les bâtiments. 2 semaines de chantier seul, avec le barda habituel, réchaud, nourriture, équipement et outils. Comme à chaque fois, il a préalablement conçu, mesuré et dessiné la forme envisagée. Le cône doit s'organiser autour d'un axe central qui forme un angle de 45 degrés avec la rue Beaubourg.
Dans cet immeuble abandonné et délabré, aux couches de papier peint empilées à vif, au parquet vacillant, aux portes éventrées, GMT figure la forme à venir en tirant du fil de pêche noire qui matérialise une intervention en 3D. Les contours du cône rendus visibles lui permettent de sortir une forme correcte de la merde, des gravats. Sortir une forme correcte de la merde est la définition que donne GMT de son travail. La seule chose qui l'occupera jusqu'à ce qu'il ait 35 ans et qu'il crève. Non pas écrasé sous le poids d'un mur porteur abattu sans précaution, non pas tombé du 3e étage à travers un plancher effondré, mais d'un cancer. Il taille dans l'immeuble les contours du cône sur 3 étages, passe à travers murs, plafonds, sol, plâtre, béton, bois et pierre, décapite les pièces en cercle parfait, d'abord larges ellipses, puis se rétrécissant au fur et à mesure que GMT escalade la maison en équilibre sur une rambarde d'escalier, mise à nu derrière une façade écroulée. Il se tient au centre de l'immeuble, figé dans une géométrie vertigineuse qui fait apparaître chaque pan de mur découpé venant mordre sur le suivant. Béance merveilleuse dans la façade. Cône géant enfoncé de force à travers les maisons qu'il aurait transpercées comme une matière tendre et malléable. Un doigt dans du beurre. Un obus à la trajectoire parfaitement lisse qui fend en touchant le béton. Une boule de flipper, une balle de très gros calibre, une ogive nucléaire au ralenti. GMT veut un son et lumière. Un trou immense pour faire entrer la lumière du jour, les battements de la ville, klaxons de voitures, sirènes de pompiers, éclats de voix, fracas des travaux du chantier Pompidou. Pour compenser le silence et l'obscurité des habitations. Il dit que c'est sa mission.